Merci. Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous présenter un voyage de la recherche jusqu'au médicament. Alors ça va être assez vulgarisé si pour les personnes qui connaissent bien ces domaines-là, je m'en excuse par avance. Donc je suis Gérald Perret, alors je suis en charge à Généton de ce qu'on appelle voilà, le développement, c'est-à-dire cette partie après la recherche, qui démarre juste après la recherche et qui conduit aux essais cliniques, mener les essais cliniques et ensuite transformer un candidat médicament en médicament. Et c'est ce que je vais vous décrire aujourd'hui. Alors, très rapidement, hein, ce qu'est Généton. Généton, on pense que c'est le laboratoire de l'AFM. En réalité, c'est l'un des 3 laboratoires qui a été créé par l'AFM Téléthon avec ISTEM et l'Institut d'immunologie, ISTEM à Évry et l'Institut d'immunologie à la Pitié-Salpêtrière. En quelques mots, hein, Généton, c'est un pionnier de la thérapie génique qui a aujourd'hui permis d'avoir 13 candidats médicaments en phase clinique issus de la recherche de Généton. Un en particulier qui est le Zogenessema, qui est aujourd'hui commercialisé par Novartis, qui est le premier médicament de thérapie génique indiqué dans une maladie neuromusculaire, qui est issu de la recherche de Généton et basé sur les brevets de Généton. Voilà quelques chiffres clés sur lesquels je ne vais pas m'apesantir. Ce que je veux simplement passer comme message, c'est qu'on a la chance à Généton d'avoir une structure recherche-développement totalement intégrée, avec donc 220 collaborateurs qui vont de la recherche au développement, avec tous les métiers de développement, toutes les expertises, et qui doivent nous permettre de mener un programme de la recherche jusqu'au statut de médicament. Alors, de quoi parlons-nous entre la recherche et le développement? La recherche, je vais en parler rapidement, c'est vraiment la mise au point du concept du candidat médicament. À l'issue de cette mise au point, on rentre dans un voyage voilà, que je caractériserais d'assez complexe et assez tortueux, qui va nous amener jusqu'à l'autorisation de mise sur marché, donc transformer le statut de candidat médicament en médicament. Et ce chemin, qui est le développement, a 2 phases majeures, le développement préclinique et le développement clinique. Alors, comme son nom l'indique, le développement clinique, c'est tout ce qui va être en amont de l'essai clinique. Ce chemin est un chemin complexe avec un certain nombre d'échecs. Si on regarde de façon globale ce qu'est le développement des médicaments, on estime que à l'issue de la recherche jusqu'à l'AMM, il y a à peu près 5% de chances de succès. C'est une donnée un petit peu moyenne qui correspond à le développement sur l'ensemble des types de pathologies. Heureusement, si on s'intéresse aux maladies rares, on est aujourd'hui en train de discuter des maladies rares endocriniennes, les chances de succès sont un peu plus importantes. En tout cas, c'est ce que nous montrent les statistiques. Vous le voyez ici, on estime que pour les maladies rares, entre le début de la phase clinique et l'approbation, on est plutôt sur quelque chose de proche de 20% de succès à comparer avec les maladies plus chroniques, où on est plutôt à 6%. Et ça, c'est dû à plusieurs choses. Tout d'abord, 2 choses qui sont un peu antagonistes, qui sont le type de médicaments qui sont développés dans le cas des maladies rares. On fait appel souvent à des molécules innovantes, compte tenu de la complexité de la pathologie. Donc, les molécules innovantes, c'est les protéines, mais aussi la thérapie génique, la thérapie cellulaire. Elles sont beaucoup plus employées dans les maladies rares, et ça, c'est vraiment un atout. Et de façon antagoniste, dans les maladies rares, on réalise aussi qu'il y a beaucoup de développement avec ce qu'on appelle le repositionnement, c'est-à-dire l'utilisation de médicaments qui sont déjà connus pour une indication, que l'on développe pour une indication voilà, de type maladie rare. C'est l'exemple, s'il fallait que je cite un exemple, c'est le cas par exemple de la dépakine, l'acide valproïque, qui est initialement utilisé pour l'épilepsie et qui est développé dans un essai clinique avec ISTEM sur le syndrome de Wolfram, qui est une composante endocrinienne majeure. L'autre élément qui fait que ces chances de succès sont plus importantes dans le cas des maladies rares, c'est l'accompagnement des autorités de santé, avec notamment la désignation orpheline, qui est quelque chose d'assez incentif, qui permet d'avoir je cherche le terme, une exclusivité commerciale à l'issue du développement, et puis des accompagnements précis, comme par exemple la désignation Prime, qui permet d'avoir une équipe
au niveau de l'IME complètement dédié au développement du programme. Et puis, on a aussi, lorsqu'on travaille dans les maladies rares, des coûts d'interaction avec les autorités de santé qui sont réduits. Alors, la recherche, très rapidement. Ce qu'on entend par la recherche, on est expert de la recherche, c'est deux choses. La première, c'est comprendre la maladie. Quel est le mécanisme physiopathologique? À quoi est due la maladie? Ça, c'est un élément majeur avant de pouvoir créer un concept de médicament. Le deuxième élément, c'est une fois que l'on a effectivement compris le mécanisme physiopathologique, ben, savoir comment taper sur ce mécanisme physiopathologique avec voilà, une protéine, une molécule, une thérapie génique. Et pour cela, ce qui va être absolument nécessaire en recherche, c'est d'avoir un modèle de la pathologie. Donc, d'écrire, designer ce modèle de la pathologie pour pouvoir tester ces concepts de médicaments. Une fois que l'on a fait cette étape qui est fondamentale et qui est essentielle, bon, évidemment qui n'est peut-être pas très spectaculaire parce qu'on est encore loin du médicament, on a ce socle à partir duquel on va pouvoir démarrer le développement. Alors, le développement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, deux grandes phases, la phase préclinique et la phase clinique. La phase préclinique, elle a pour objectif de compiler toutes les données nécessaires à convaincre les autorités de santé à démarrer un essai clinique. Ce sont des données qui vont être générées, évidemment, de confirmation de cette preuve de concept dans le modèle de la pathologie. Ce sont des données qui vont également être générées lors de la fabrication, lors de la compréhension intime de la structure du principe actif, du futur principe actif. C'est ce qu'on appelle en anglais le CMC, le Chemistry, Manufacturing and Control, ce qui peut s'appeler aussi le développement pharmaceutique. Et puis, il va y avoir la préparation du protocole clinique, c'est-à-dire la façon dont on envisage de tester chez l'humain ce nouveau candidat médicament. C'est la partie dite préclinique. Alors, dans la partie préclinique, si on s'intéresse aux études non cliniques, c'est-à-dire aux études dans le vivant, mais dans le vivant en dehors de chez l'humain. Donc, c'est dans les modèles de la pathologie, des modèles animaux, ou peut-être dans le futur, ça a été évoqué tout à l'heure, si vraiment la réglementation nous pousse dans nos retranchements dans des organoïdes, même si les choses évoluent, on n'y est pas encore. L'objectif est double. Le premier va être de déterminer les doses, les quantités de candidats médicaments que l'on pense pouvoir tester en essai clinique. C'est la détermination de la dose. Le deuxième élément, c'est la vérification de l'innocuité de ce candidat médicament, là aussi dans des modèles. Lorsque l'on fait, en fait la première étape de vérification de l'effet thérapeutique, eh bien, il faut que l'on maîtrise suffisamment le procédé de fabrication de ce candidat médicament pour s'assurer que ça n'évoluera pas ensuite au niveau au moins de l'activité biologique. Ensuite, lorsque nous faisons ce que l'on appelle les études de toxicologie, donc on vérifie dans des modèles l'innocuité, la tolérance de ce candidat médicament, là, on doit avoir progressé encore dans notre connaissance de la fabrication de ce candidat médicament parce qu'on doit s'assurer que tout ce qui va impacter la toxicité, notamment les contaminants, ne vont plus bouger à cette phase-là. Donc, le procédé doit être figé et évoluer à ce niveau-là. Et pour cela, il y a tout ce qu'on appelle effectivement le développement pharmaceutique, le CMC que j'ai mentionné tout à l'heure. Donc, dans le CMC, il y a la partie chemistry. Donc, dans la chemistry, on va comprendre trois paramètres que sont la structure moléculaire du principe actif, du futur principe actif, les impuretés et l'activité biologique. Ce sont ces trois paramètres que l'on va continuer à mieux comprendre, à mieux connaître, à mieux maîtriser, de façon à s'en assurer la stabilité au cours du développement. Ces trois paramètres vont être garantis via un procédé de fabrication dont là aussi, au cours du développement, on améliore la maîtrise. Donc, on améliore la maîtrise de ces trois paramètres, mais ce dont on a besoin aussi, c'est d'améliorer la quantité de production, ce qu'on appelle un scale-up, une augmentation d'échelle. Donc, à la fois, pendant le processus de développement, non seulement on maîtrise mieux
ces trois paramètres, hein, mais aussi, il y a le challenge d'augmenter en quantité de production au cours du temps parce que on n'a pas besoin de la même chose pour faire des essais dans des modèles murins que de passer à l'homme sur une toute petite cohorte ou de passer sur l'homme sur une très grande cohorte, enfin une cohorte plus importante. Et puis, tout cela est rendu possible, ces deux aspects, la maîtrise du chemistry et la maîtrise du manufacturing, via des méthodes analytiques, ce qu'on appelle donc le contrôle, dont la connaissance aussi évolue au cours du développement. On développe de plus en plus de méthodes analytiques et des méthodes analytiques de plus en plus précises pour maîtriser ces deux aspects. Voilà, j'ai simplement ici voulu illustrer le fait qu'en termes de process, on n'est pas dans le même univers si on parle d'une petite molécule chimique ou si on parle par exemple d'une thérapie génique, où là on fait appel à des technologies vraiment de pointe et extrêmement complexes pour produire un médicament aussi complexe qu'un médicament de thérapie génique, avec évidemment pas le même coût associé. Dans la partie préclinique, on va mettre en œuvre aussi les expertises médicales et les expertises d'opération clinique. Alors, le développement médical, il a pour objectif, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, d'écrire ce fameux protocole d'essai clinique. Alors, ce protocole, il se fait en collaboration avec les experts médicaux, hein, les cliniciens qui connaissent particulièrement bien la maladie, mais également, ça vient d'être mentionné par Joanne de Greff, aussi avec les associations de patients. C'est absolument obligatoire. Ils connaissent bien leur maladie. Il est important de les écouter et de voir avec eux comment on va pouvoir designer ce qu'on appelle les critères d'évaluation du médicament, du candidat médicament, pardonnez-moi, pour avoir quelque chose qui puisse vraiment fonctionner dans l'essai clinique. Et on a les opérations cliniques. Alors, les opérations cliniques, ce sont toutes ces équipes qui, en interaction avec les sites où pourront avoir lieu l'essai clinique, vont mener des études de faisabilité pour identifier, voilà, où sont les patients? Est-ce qu'on a les expertises à la fois médicales, mais annexes? Je pense par exemple à une expertise au niveau des organismes génétiquement modifiés si jamais on fait de la thérapie génique. Donc, vérifier la faisabilité de la conduction de ces essais dans les sites. Et puis, un dernier élément dans la partie préclinique, mais c'est les interactions avec les autorités de santé. Alors, si aux États-Unis, les choses sont simples, parce que pour caricaturer, on a un seul interlocuteur qui est la FDA. En Europe, c'est un petit peu plus compliqué. On doit interagir lorsqu'on développe en Europe avec des autorités de santé nationales. Il en existe parfois même plusieurs. Par exemple, en Allemagne, il y a une autorité de santé pour les produits biologiques et puis une autre pour les produits chimiques. En France, c'est la NSM. On interagit aussi, on commence à interagir avec ceux qu'il faudra aussi convaincre à l'issue du chemin, que sont les HTI. Les HTI qui discutent avec nous du service médical rendu ou de l'amélioration du service médical rendu et qui discuteront donc les problématiques de remboursement. Et in fine, que ce soit les autorités nationales au niveau autorité de santé ou HTA, l'approbation d'un médicament se discute en Europe avec l'IME, donc l'autorité de santé européenne. Alors, une fois qu'on a compilé toutes ces données, c'est-à-dire qu'on a été capable de produire des données qui illustrent qu'on a effectivement une dose que l'on pense pouvoir tester chez l'humain, qu'on a des données de toxicologie, que l'on a des données de qualité avec une bonne évolution du procédé, que l'on a un protocole clinique. À ce moment-là, on compile toutes ces données-là, on va voir les autorités de santé, on discute avec une autre entité que je n'ai pas mentionnée, qui est un comité éthique, et cette discussion entre le sponsor, le comité éthique et l'autorité de santé nous amène à cette première étape qui est l'autorisation de démarrer un essai clinique. Donc, un essai clinique a pour objectif d'évaluer un candidat médicament chez l'humain. C'est l'objectif d'un essai clinique. Il a plusieurs phases. Alors, classiquement, on dit qu'il y a 3 phases, avec une 4e phase qui est plutôt un suivi post-autorisation de mise sur le marché. Une première phase qui vise à vérifier la tolérance, l'innocuité du médicament qui a été vérifié d'abord en études non cliniques chez l'humain. Une deuxième phase qui a pour objectif de confirmer cette dose, la dose, parce qu'on a plusieurs hypothèses de dose qui dépendent, qui ont été faites dans le modèle de la pathologie. Ça peut se passer tout à fait significativement différemment chez l'humain. Donc, on confirme
cette dose-là. Et une fois cette dose confirmée, on rentre dans une phase 3, une phase confirmatoire, une phase pivot. Tous les termes peuvent être utilisés pour confirmer sur un nombre beaucoup plus important de patients, ce qui a été illustré, ce qui a été regardé en amont, et montrer de façon irréfutable, en tout cas le plus irréfutable possible, que ce qui a été observé dans ces phases 1-2 se traduit par une réalité et qu'effectivement le candidat médicament va pouvoir aller vers le stade de l'approbation. Donc, en réalité, pour les maladies rares, on se rend compte qu'il existe un certain nombre de designs qu'on appelle tout inclus, qui permettent de faire les choses de façon plus accélérée. On parle de seamless design, qui inclut en fait les phases 1, 2, 3, pour diverses raisons. La première est que lorsqu'on met en œuvre des médicaments, enfin des candidats médicaments extrêmement actifs, il est évidemment d'un point de vue éthique pas possible de tester ça sur des patients sains, de faire une pure phase 1, comme on peut le voir parfois encore sur des médicaments type chimique. Alors, ces différentes phases, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est ce que je viens de décrire. Voilà, cette salle-là, c'est pour rappeler ce qu'est la phase 1, la phase 2, encore une fois, la phase 2 qui a pour objectif de déterminer la dose active et de vérifier les effets biologiques après que l'on ait vérifié l'innocuité, et la phase 3 confirmatoire. Ce que je voudrais ajouter sur cette partie clinique, c'est la notion de critères d'inclusion, parce qu'elle est parfois mal comprise, notamment par les associations de patients. En fait, les critères d'inclusion ont deux objectifs majeurs. Un objectif de sécurité et un objectif d'optimisation des résultats de l'essai clinique. En la sécurité, simplement, on sait que certains patients, du fait de leur profil clinique, peuvent mal tolérer le traitement. Voilà, un problème hépatique, s'il fallait donner un exemple. Et ça revient un petit peu aux contre-indications que l'on trouve in fine dans le cadre des notices des médicaments, sauf que lorsqu'on est sur un candidat médicament, effectivement, avec le manque de recul que l'on a, on resserre un petit peu ces critères. Et puis ensuite, il y a le côté homogénéité des patients. Si on veut être en capacité de démontrer dans un temps court, en tout cas un temps acceptable, qui peut être d'une année, une année et demie, c'est de ne pas aller au-delà, une différence d'évolution entre des patients traités et des patients non traités, les patients non traités pouvant être un groupe placebo ou ce que nous enseigne une histoire naturelle, qui sont des études extrêmement importantes dans le cas des maladies rares, on a besoin autant que possible de figer, d'avoir des patients relativement homogènes en termes d'évolution de la pathologie. Ça permet vraiment d'améliorer la puissance statistique et derrière la capacité à démontrer l'effet thérapeutique. Voilà, le développement clinique, que ça se construit en phase 1, en phase 1-2, en phase 3, c'est à peu près ça se passe de façon à peu près similaire. On regarde la mise en place avec ce qu'on appelle une mise en place, une préparation, une inclusion du patient, et puis des visites qui vont se passer au cours de l'essai clinique. Donc, le développement clinique inclut, donc, comme j'ai dit, le protocole clinique avec justement ces critères d'inclusion sur lesquels j'ai insisté, que ce soit pour, encore une fois, la sécurité ou la possibilité d'avoir des patients homogènes. Alors, j'en ai cité quelques-uns, voilà, l'âge, les antécédents médicaux, les traitements antérieurs, tout ça constitue, l'IMC, tout ça constitue potentiellement des critères d'inclusion. Et ces critères d'inclusion, voilà, pour continuer sur ce sujet-là, c'est vrai qu'ils peuvent être extrêmement frustrants pour les patients. Dans le cas de la thérapie génique, il y a un critère d'inclusion qui nous gêne beaucoup, qui sont la présence d'anticorps contre les vecteurs qui sont utilisés dans la thérapie génique. En particulier, lorsqu'on parle de thérapie génique in vivo, on utilise ce qu'on appelle des AAV, des vecteurs adénovirus associés, et pour lesquels il existe dans la population une immunité naturelle. On estime qu'à peu près 30% des patients sont naturellement immunisés contre certains types d'AAV. Et donc, pour repousser ce critère d'inclusion, on va faire appel dans le cas de la thérapie génique, à un pré-traitement. C'est-à-dire qu'on va utiliser un médicament qui est d'ailleurs déjà sur le marché, qui est utilisé pour le rejet de greffe, qui va permettre temporairement de couper ces anticorps et de créer une fenêtre d'administration pour ces patients qui, normalement, ne devraient pas être inclus du fait de leur séropositivité. Cet essai clinique a été autorisé
avec des premiers patients qui vont être inclus en tout début d'année prochaine. Alors, l'engagement pour le laboratoire, pour le sponsor, il est important au même titre que pour les patients. Pour les patients, je pense que voilà, j'ai voulu illustrer le nombre de visites. On peut aller jusqu'à des 40 à 50 visites par an. C'est un vrai engagement pour les patients, mais c'est aussi un engagement pour le laboratoire dans le sens où le laboratoire va s'engager à suivre le patient à long terme. Et dans le cas des thérapies géniques, lorsqu'un patient est traité, aujourd'hui, les autorités de santé nous demandent de suivre le patient pendant 15 ans après le traitement. Donc, c'est un engagement au long cours. Et ça a été mentionné au tout début, pour les patients qui, justement, ne pourraient pas être inclus dans un essai clinique pour différentes raisons, parce qu'ils n'ont pas exactement, par exemple, le niveau d'évolution de la maladie, ou parce que, justement, l'essai clinique est clôturé et que tout est en cours d'évaluation avant d'avoir un statut médicament. Il existe des modalités en France, il y en existe d'autres en Europe, mais en France, on est particulièrement chanceux là-dessus, avec ce qui a remplacé les ATU et les RTU, ce qu'on appelle l'accès compassionnel et l'accès précoce. Alors, l'accès compassionnel, il est d'abord fait pour, pas forcément pour un essai clinique, il est pour un médicament innovant, il est d'abord fait pour permettre d'utiliser des médicaments qui ont une indication pour une autre pathologie et permettre à des praticiens de pouvoir les prescrire. Mais il existe une dérogation dans le cas de l'accès compassionnel qui est ce qu'on appelle l'accès compassionnel très précoce, qui vient avant l'accès précoce, et qui est donc uniquement en discussion avec la NSM et bien évidemment sous la responsabilité et la demande d'un clinicien, d'un prescripteur, qui a pour objectif de pouvoir mettre à disposition un médicament à une ou un ou plusieurs patients, donc un nombre limité de patients, un candidat médicament pour lequel on a des preuves initiales d'efficacité. Donc là, c'est un vrai espoir aussi pour les patients en plus de l'essai clinique. Et puis l'accès précoce, alors l'accès précoce qui existe pré-autorisation de mise sur le marché ou post-autorisation de mise sur le marché, c'est lorsqu'on a beaucoup plus de données cliniques qui supportent l'efficacité, le bénéfice-risque. C'est ça notre fil conducteur, j'ai oublié de le mentionner, on travaille toujours en bénéfice-risque, donc en tout cas l'efficacité au regard d'une toxicité que l'on estime acceptable compte tenu du contexte. Cet accès précoce, il peut être demandé juste avant la demande d'autorisation de mise sur le marché ou une fois que l'autorisation de mise sur le marché a été accordée, pendant qu'il y a cette négociation un peu longue avec les différents HTA que j'ai mentionnés tout à l'heure. Et comme je vous l'ai dit, pendant que ce soit en phase préclinique ou en phase clinique, le développement d'un médicament ne tient pas qu'aux données cliniques. On peut avoir les meilleures données cliniques. De mon expérience, enfin, voilà, après avoir passé à peu près 25 ans dans le développement de médicaments, j'ai pu constater un certain nombre d'excellents candidats médicaments qui ne sont pas arrivés au bout de l'histoire pour autre chose que leur effet thérapeutique, en particulier les aspects CMC. Et effectivement, pour obtenir ce Graal, qui est l'autorisation de mise sur le marché, il y a d'intenses activités qui doivent être menées en développement au niveau à la fois du procédé de fabrication, de sa validation, au niveau aussi des méthodes analytiques qui seront utilisées dans le futur pour libérer le médicament. Et tout cela, vous l'avez compris, met en œuvre des expertises extrêmement variées et qui nécessitent du début jusqu'à la fin une coordination extrêmement rigoureuse. Et c'est notamment le rôle des chefs de projet. Voilà les éléments que je voulais partager avec vous sur ce voyage de la recherche au développement. Et n'hésitez pas à poser des questions.